comme vous le savez, le mois de juin, c'est donc le mois des fiertés. D'habitude, le mois des fiertés, 1er juin, t'as toutes les entreprises sur leurs réseaux sociaux qui mettent leur petit logo arc-en-ciel de regarder, on fête le mois des fiertés, c'est incroyable, c'est magnifique, etc. Et en fait, t'as une espèce de dégueulis d'arc-en-ciel. T'as Target et Walmart qui sortent leur collection Pride, où ils foutent des drapeaux arc-en-ciel partout, des trucs Love is Love, des machins, etc. Et c'était un petit peu étouffant. Beaucoup de gens critiquaient le truc. Et là, cette année, bah rien. Cette année, il n'y a pas eu de rainbow washing, etc. Les entreprises qui d'habitude se mettaient en arc-en-ciel ne se sont pas mises en arc-en-ciel. Et il y a des gens qui se sont dit « Ah, on se met presque à regretter le capitalisme. Enfin Le capitalisme arc-en-ciel. » Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un débat qui a commencé aux États-Unis un peu. Et c'est donc l'année où la fierté, où la Pride est devenue beige. Et c'est vrai que maintenant, alors que le mois des fiertés débute, certaines marques ont abandonné les arcs-en-ciel pour une approche plus sobre de l'activisme LGBTQ+. Donc on a du beige, on a des petits trucs un peu arc-en-ciel, mais discrets. Faut pas trop que ça se voit non plus. Ça me fait penser à un truc, le badge, c'est le badge qui est vendu d'ailleurs dans la librairie qu'il y a dans le film Pride. Je suis discrètement gay. I am discreetly gay. Et bah en fait c'est sans le triangle, mais c'est un peu ça. C'est genre là les marques elles ont dit I am discreetly gay. Voilà, on est discrètement gay, voilà, faut pas trop se montrer, etc. C'est qu'à une époque, les marques étaient obligées de se présenter comme pro-LGBT pour être légitimes. Et maintenant, elles sont même plus obligées, en fait. Non, j'ai pas accès, bon tant pis. Donc c'est en train de montrer que le fascisme est en train de gagner. Il n'y a même plus besoin de faire semblant d'être pro-LGBT. C'est finito, quoi. C'est ça. Et qu'en fait, c'est... donc les dons des marques d'entreprise sont en baisse cette année pour les événements de la Pride. Parce qu'en fait, c'est pas uniquement le merchandising, arc-en-ciel, etc. Mais c'est aussi que... en fait, au début, quand Target a commencé à lancer sa collection Pride, etc., c'était une partie des bénéfices est reversée à GLAAD ou à, je sais pas, The Trevor Project, donc, qui sont des ONG pour... donc GLAAD, c'est un truc de médias, je crois, LGBT. The Trevor Project, c'est un truc pour la santé mentale et la prévention du suicide chez les jeunes LGBT, etc. D'ailleurs, Trump a d'ailleurs annoncé qu'il allait fermer la hotline de suicide pour les personnes LGBT, d'ailleurs, mais bref. Oui, ça serait dommage d'éviter que les LGBT se suicident. Bref. Donc il y avait une espèce de truc, certes d'activisme performatif, mais aussi avec un truc... Bon, économiquement, ça valait pas grand-chose. Hein. Franchement, 20% de ton t-shirt Target de merde qui est reversé à Trevor Project ou à GLAAD, on s'en bat un peu les couilles. Mais t'avais un peu ce truc-là de bon, au moins, t'avais un peu une contrepartie. Et donc là, cette année, plus aucune Pride. Donc les dons des marques d'entreprise sont en baisse cette année pour des événements de la Pride et des associations caritatives LGBTQ+, après des années d'attaques de la droite contre les campagnes des marques et la crainte d'être ciblées par l'administration Trump. Certaines marques de mode adoptent une approche discrète pour leurs produits dérivés de la Pride, proposant des solutions neutres ou des articles avec peu ou pas d'identification visuelle avec un mouvement connu pour ses couleurs vives. Les marques connues pour leur décennie de soutien en cause LGBTQ+, poursuivent leurs efforts, alors que leurs fondateurs affirment que la prudence des autres est exagérée. Donc en fait, d'un côté, t'as des marques qui font « Hop là, on va plus parler des gays », et de l'autre côté, t'as des marques qui font des trucs un peu arc-en-ciel depuis plus longtemps, qui sont en mode « Non, franchement, vous forcez, quoi. » Oui, genre, vous forcez, il n'y a pas de mise. El famoso péril woke de si t'es un peu pro-LGBT 5 secondes, tout le monde va t'en vouloir. Bah, en fait, mais après, ça donne des trucs mieux parce que tu regardes, moi, genre les marques, les trucs arc-en-ciel, ça m'emmerde à chaque fois. J'ai jamais envie de mettre ça ou d'acheter ça, quoi. Oui, alors que la collection Pride de Diesel, en collaboration avec la fondation Après, bon, je veux dire, là, c'est pas pour se cacher. Je veux dire, elle est surostensible, la truc, quoi. Ouais, mais tu vois, je veux trouve dire, que c'est quand même, il y a des... Oui, c'est plus intéressant. En termes de culture gay, que juste foutre un arc-en-ciel de con sur un t-shirt de merde, quoi. Ça, c'est clair, mais moi, je trouve que c'est même plus osé parce que c'est vraiment des grands t-shirts avec des mecs à poil qui se roulent des pelles, full cuir et tout, quoi. Alors, tu rentres dans le magasin, genre le magasin où on a été, t'avais vraiment le truc dans l'entrée, en plein milieu. Alors que là, t'as un t-shirt avec un dessin de Thomas Finland, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et en mode avec des mecs bien musclés, poutre apparente, quoi. Là, c'est pas pareil. Oui, c'est ça.
ça a quand même plus de gueule, quoi. Et donc ça a lancé un peu un débat parce que je sais que j'ai vu passer un peu des mèmes de gens qui étaient en mode ah putain ben on regrette presque, tu sais, genre parce qu'à l'époque t'avais vraiment des mèmes, les entreprises après le mois des fiertés, I don't want to play with you anymore, tu sais, en mode oh là là, du coup dès le 1er juillet on redevient hétérosexuel, en mai voilà on leur donne envie de vomir, en juin ils vomissent des arcs-en-ciel, et juillet voilà c'est fini, tu vois, genre c'est vraiment les blagues de oh là là, attention, here it comes, oh là là, attention, on va avoir tous les changements de logo, arc-en-ciel, etc. Donc c'était déjà des vannes dans la communauté LGBT de on en rigole, oh là là, les entreprises qui font semblant de nous kiffer alors qu'on sait très bien que c'est juste pour avoir nos euros homosexuels, nos dollars homosexuels, bon, PTDR, mais allez, merci quand même. Et en vrai, économiquement, ça fonctionnait, hein. La collection Pride de Target, ça leur rapportait de la thune, on va pas mentir. À un moment, les homosexuels sont des Yankee, il faut le savoir, c'est notoire, parce que tu vas acheter ton petit t-shirt, ton petit nouveau t-shirt arc-en-ciel avec lequel elle a la Pride, quoi. Donc voilà. Et donc il y avait déjà un petit peu des mèmes là-dessus, etc. Mais déjà quand même des personnes qui critiquaient ce qui est en réalité ce qu'on appelle le rainbow capitalism, donc le capitalisme rose, qui vise en fait à pour les marques, du coup, à faire exactement ça, en fait, à récupérer des symboles politiques quand même à la base, des symboles d'affirmation de la communauté LGBT, pour se faire passer elle-même pour progressiste, pour en appeler à une idée vaguement libérale un petit peu d'elle-même, et donc pour à la fois fidéliser une clientèle homosexuelle, et en même temps signaler un vague progressisme dans l'air du temps, etc. Il y a eu beaucoup de critiques, mais c'est vrai que quand cette année, il a commencé à y avoir les gens qui repostaient du coup ce genre de mème en mode bah putain ça me manque en fait. C'est vrai que j'avais oublié que quand il y a plus d'arc-en-ciel, c'est le fascisme. Bah en fait, ça a créé un petit peu un débat. Est-ce que ça nous manque finalement d'avoir des arc-en-ciel partout? Et du coup, il y avait un article que j'ai vu passer qui permet un petit peu de lancer le débat. Donc un article qui s'appelle Le capitalisme arc-en-ciel me manque. Vous vous souvenez de l'époque où les entreprises étaient payées pour payer les homosexuels, étaient gay for pay, étaient payés pour jouer les homosexuels? Il est peut-être difficile de remarquer que le mois des fiertés a commencé cette semaine car nos réseaux sociaux n'ont pas été inondés d'entreprises affichant leur homosexualité. Régulièrement, les marques déployaient leur campagne de communication Pride pendant tout un mois dès le 1er juin. Drapeau de la fierté accroché au bâtiment, logo des réseaux sociaux modifié, publication Instagram inondée de légendes vulgaires du genre « tu es aimé, tu es accepté ». Ou alors, l'amour, c'est l'amour. Donc voilà, c'est you are loved and valued, love is love, etc. Et en fait, parce que toujours avec une version légère, quoi. C'est vraiment en mode love is love, vive l'amour, tu es apprécié, you are valued. Et en fait, c'est un petit peu un truc de où forcément tu avais un sentiment ambivalent. Que t'imagines le gosse au fin fond de l'Arkansas qui va dans son Walmart et qui voit un petit arc-en-ciel et qui se dit dans sa famille homophobe, bon, il y a quand même un ailleurs vers lequel je peux tendre. Bon, après, la vérité, c'est aussi qu'ils foutaient pas les collections Pride au fin fond de l'Arkansas, ils les mettaient plutôt là où il y avait les grandes villes aussi, ils étaient pas bêtes. Mais voilà, c'est que t'as un truc où, quand t'es un gosse, quand t'es un jeune en découverte de ta sexualité, etc., que t'as besoin de représentation, bah c'est une représentation pour pas cher, pas loin, quoi. Donc, le truc Love is Love a aussi son intérêt pour certaines personnes en certains endroits à certaines périodes. Mais cette année, silence absolu. Pour être honnête, dit l'auteur, ça me manque un peu. Je veux récupérer mes distributeurs automatiques gays. Où est passée cette horrible police arc-en-ciel sur tous les logos? Quelqu'un sait ce qui est arrivé aux employés homosexuels que les marques ont recrutés pour réaliser des vidéos inspirantes sur la qualité de travail dans les entreprises américaines? Ah oui, ils se font tous virer. Oui, parce que du coup, tout ce que Trump a mis en place contre le DEI, donc le Diversity, Equality and Inclusion, en fait, ça a aussi visé à virer et à arrêter en fait d'embaucher des personnes LGBT, etc. Et donc en fait, t'as beaucoup de gens aussi qui se sont fait dégager. Est-ce que je pense que le capitalisme arc-en-ciel a réellement un impact? Non. Mais dans le contexte politique et social actuel, son absence totale est quelque peu déchirante. C'est vrai que t'as un truc de... Bah, ça montre le rapport de force qui est en train de changer, quoi. Et nous, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de s'évertuer à répéter aussi, tu vois. Genre, c'était notamment, je me rappelle les discussions avec Wissam sur les trucs de représentation. Il dit, faut pas. Il faut jamais qu'il y en ait. Et nous, à chaque fois, on était en mode, bah oui, faut pas, on s'en branle, ça change rien, mais en même temps, bah, quand il y en aura plus, ça sera mauvais signe quand même, quoi. Oui, en fait, c'est le signe faible du fait qu'on a gagné quelques trucs. Et genre, notamment, parce que il y a toute une histoire, en fait, de la publicité à destination du public LGBT.
Et justement, ça qui est et elle révèle tout ça, mais on va y passer après, justement, parce que oui, mon but, c'était de vous faire un petit historique et de vous montrer des pubs homosexuels depuis les années 50. Let's go. Let's go. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant que Trump est au pouvoir, tu vois vraiment la différence de, ok, d'accord, c'est vraiment parce qu'on avait un rapport de force politique que les marques étaient un peu obligées de se plier à nous, mais maintenant que tu as à peine allez, vite fait, un gouvernement fédéral homophobe, bah du coup, hop, ça les fait trop flipper parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de réalité que, genre, est-ce que si les entreprises mettaient leur logo en arc-en-ciel, elles se feraient vraiment taper dessus? Peut-être plus qu'avant, parce qu'il y a eu aussi un activisme d'extrême droite visant, tu sais, tout le truc go woke, go broke, qui était un peu un truc, une expression dont le sens a évolué au fil du temps. Go woke, go broke, il y a eu plusieurs versions de ça. Au début, c'était go woke or go broke, sous le sens d'une critique de « Oh là là, si ces entreprises ne deviennent pas woke, elles sont menacées de la banqueroute. Si jamais, en mode genre, les woke vous obligent à devenir woke parce que sinon, ils vont retirer vos financements, etc. » C'était un peu un truc, c'était le tout début vraiment de l'emploi de ce concept de go woke, go broke. C'était... les pauvres entreprises sont obligées par les puissances de l'argent, insérez votre complotisme préféré dedans, à faire semblant d'aimer ces sales sodomites. Ça, c'était la première version de Go Woke, Go Broke. C'était Go Woke or Go Broke. Ensuite, ça a été Go Woke, virgule, Go Broke. Ça a été, du coup, en fait, ils ont mis en place des campagnes de harcèlement massives envers les entreprises qui affichaient leur diversité, leur truc woke, etc. Et en fait, tu as vraiment eu des campagnes à la style Gamergate pour harceler les influenceurs, les marques, les trucs comme ça, pour faire en sorte que les sponsors arrêtent soit de sponsoriser des trucs Pride, soit des trucs comme ça, etc. Donc, tu avais vraiment une campagne pour créer justement la condition que devenir woke allait justement faire du mal à tes résultats économiques. Ça a été beaucoup ce qui a été dit sur Disney. Disney, Netflix, etc. Parce que tu as eu plusieurs articles de « Oh là là, Disney, ils sont en difficulté financière. Oh là là, Disney, les résultats, ils sont pas bons. » Largement, en fait, à cause de plein de trucs, le Covid, le passage au streaming, etc. Enfin, rien à voir avec les woke. Mais comme ça se mélangeait avec Disney, il y a des personnages LGBT, alors que pas du tout. Et les séries Netflix LGBT, on n'en peut plus, etc. Alors que bah, t'as qu'à pas les regarder. Bah, en fait, ça devenait un truc de « Ah !» En fait, Disney et Netflix sont en mauvaise santé économique parce qu'ils sont devenus woke, alors que tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Et en fait, du coup, il y a eu une première évolution de la phrase Go Woke, Go Broke, c'était ça. Et ensuite, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est un petit peu là-dedans, en fait. C'est que Go Woke, Go Broke, ça veut dire que, en fait, les entreprises elles-mêmes se mettent à avoir peur que, du coup, moi-même, si je commence à faire un truc pour la diversité, du coup, les autres ne voudront plus travailler avec moi, j'aurai un boycott sur ma tronche, etc. Je vais subir un boycott et je vais être broke, alors du coup, il faut pas que je go woke, etc. Donc en fait, c'est vraiment un truc, c'est assez marrant l'évolution en fait de cette expression, parce que de base, elle voulait dire l'inverse. Et en fait, comme ça voulait dire l'inverse, ça a créé une mobilisation en ligne, une mobilisation de harcèlement, qui a fait que l'expression telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est vérifiée, parce que bah oui, il y a eu des campagnes activement contre des entreprises. Dans le milieu des jeux vidéo, c'est toujours un peu la méta, les gens pètent un câble à chaque sortie de trailer. Oui, c'est vrai. Quand il y a la moindre minorité présente ou si les meufs sont pas assez bonnes, oui. Et si jamais il se trouve que le studio de jeux vidéo en question doit virer des gens, a des mauvais résultats économiques parce que l'entièreté du secteur des jeux vidéo est en crise depuis des années. Du coup, ils vont dire c'est parce qu'ils ont mis des LGBT et des femmes grosses et poilues dans mes jeux vidéo et qu'ils m'ont enlevé mes hommes testostéronés, etc. Alors qu'en réalité, c'est juste que l'industrie du jeu vidéo est dans une crise durable, voilà quoi. Mais en fait, c'est que du coup, tout devient finalement la faute. Et c'est le principe de base de faire que tout soit recodé comme étant la faute des homosexuels, la faute des woke, qui sont véritablement responsables de l'effondrement de la civilisation, tout ça. Enfin bref, insérer encore une fois la théorie du complot que vous préférez. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus ça, ça montre que ça a marché d'une certaine façon. Bon, ça montre surtout la lâcheté des marques. Les marques soutenaient le mois des fiertés uniquement par lâcheté, et que du coup, elles ne le soutiennent plus également par lâcheté. En fait, c'est surtout la lâcheté du capitalisme qui essaye de suivre les trends et de pas trop faire de vagues, c'est surtout ça. Ça montre quand même qu'il y avait un rapport de force qu'on a perdu avec Trump. Donc elle a fait que confirmer que l'alliance de ces entreprises, l'alliance que ces entreprises, donc le allyship, le statut d'allié que ces entreprises nous ont témoigné ces 10 dernières années était creuse. Oui, nous le savions déjà. Oui, d'accord, merci, oui, on le savait déjà. Il y avait pourtant un réconfort dans les démonstrations performatives de soutien aux personnes queer. Et maintenant, quand nous regardons autour de nous,
nous ne voyons que nous-mêmes. Bien sûr, tout cela est lié à la montée en puissance de l'extrême droite et de dangereux leaders populistes, avec l'instrumentalisation du wokeness et de la DEI, donc Diversity, Equity and Inclusion, les accusations de grooming, particulièrement sur les personnes trans, mais pas que. Enfin voilà, le fait que dès qu'il y avait un influenceur ou une influenceuse trans ou gay, t'avais des campagnes de harcèlement qui l'accusaient de pédophilie, de grooming, etc. Et en fait, presque le mot groomer est devenu un synonyme de gay ou trans, etc. quoi. Donc, accusation de grooming pour tout ce qui est vaguement queer, notamment les drag queens. Tout est devenu plus blanc, plus hétérosexuel et plus violent. Certaines entreprises ont réduit leur programme d'EI avec une rapidité alarmante et se sont pliées au désir d'un dictateur en devenir. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que les entreprises, dès que Trump il a dit la diversité, équité, inclusion, etc., c'est fini, les entreprises, elles se sont couchées. Genre, elles ont même pas essayé de fight back, de dire ah ben non, t'en as pas le pouvoir, ah ben non, tant pis, on va le faire autrement, etc. Elles ont dit ok, d'accord, très bien. Genre, il y en a même qui ont fait du zèle. Donc, t'as aussi un truc de le zèle avec lequel ils nous ont abandonnés est égal au zèle avec lequel ils nous ont soutenus, quoi. Alors que 3 fois sur 4, c'est ceux qui accusaient qu'il y avait des bails de pédos au cul. Oui, réel. tous les élus républicains qui accusaient la moindre drag queen de grooming, et derrière, t'avais un truc où on retrouvait des images pédopornographiques sur leurs ordi, etc. Enfin bref. Apple a fait légèrement de résistance, mais c'était surtout une résistance économique, parce que Apple voulait pas se mettre dans le même lot que le reste de la Silicon Valley. Mais après, ils se sont quand même pliés un peu. Oui, qu'est-ce qu'ils en ont à en battre, Apple, de nous? D'autres se sont simplement tus, trop effrayés pour s'opposer à l'homme orange et son armée de croisés anti-woke. À mon avis, c'est le plus grand acte de lâcheté. Partout dans ce monde, les personnes trans et queer sont la cible de gouvernements qui remettent en cause des politiques inclusives vitales. En 2025, 288 projets de loi anti-LGBTQIA+, ont été déposés aux États-Unis. Les personnes trans sont interdites de sport. Les États-Unis ont cessé de financer la recherche et la prévention du VIH, mettant en danger des milliers de personnes et pas seulement les personnes queer. Les républicains américains veulent l'annulation du mariage homosexuel et notre existence est effacée des sites web gouvernementaux. Donc ça, c'est tout le truc, voilà, que quand Trump il est arrivé, je vous avais fait toute la chronique de tout ça. La Cour suprême du Royaume-Uni a statué que les femmes trans ne sont pas des femmes. J.K. Rowling existe. La transphobie est en hausse. En Australie, les crimes haineux et homophobes sont plus fréquents qu'ici. Cette semaine encore, l'acteur autochtone et queer Jonathan Joss a été abattu au Texas par un voisin après avoir prétendument incendié sa maison et accroché le crâne de son chien dans le jardin. Le mari de Jonathan a affirmé que la fusillade était un crime haineux, homophobe, mais la police de San Antonio affirme qu'il n'y a encore aucune preuve de cela. Oui, parce que la police a un excellent bilan en matière d'enquête sur les crimes homophobes. Donc voilà, c'est que t'as des crimes de haine de fou, etc. Et donc voilà. Alors pardonnez-moi de penser qu'il serait agréable d'avoir au moins un peu de soutien. Et bien sûr, je ne pensais pas que cette entreprise croyait vraiment en ce qu'elle disait. Je n'étais pas assez naïf pour croire qu'elle serait là quand il le faudrait. Mais bon, au minimum, je pensais pas qu'elle voudrait nous voir complètement anéantis. Donc t'as un peu un truc de, finalement, ce qu'on regrette. Et ça me fait un petit peu penser à la campagne de Kamala Harris aussi. Mais finalement, ce qu'on regrette, et ce que beaucoup de démocrates regrettent, c'est le sentiment d'insouciance des années Obama. Parce qu'en fait, concrètement, c'est ça, toute la période où la Pride est devenue un peu plus corporate, où on a commencé à avoir plus de pubs LGBT, etc. C'était vraiment les années Obama, les années du libéralisme triomphant, où regardez, on a un président cool à la Maison Blanche, et puis on adore les homosexuels, d'ailleurs on fait passer le mariage pour tous, et 1 an plus tard, Trump est élu président d'ailleurs. C'était vraiment littéralement... Là, en fait, les homosexuels ricains vont se rendre compte que l'impérialisme peut se faire sans eux, ils sont malheureux, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a eu une inclusion des homosexuels dans... Quand on parle d'homonationalisme, il y a une inclusion vraiment des homosexuels et aussi des femmes dans le projet nationaliste, suprémaciste, sous couvert de libéralisme, de progressisme, etc. Beaucoup de isme dans ma phrase, désolé. Et en fait, là, il y a un peu un retour de bâton de, en fait, non, ils n'avaient pas forcément besoin de nous, quoi. Genre, en fait, ça a été un moment de l'histoire et la page est tournée. À défaut d'autre chose, c'était mieux que rien d'avoir une espèce de genre de légitimité à exister. Ouais, de fou. Mais en fait, je pense que les gens regrettent aussi la perte d'insouciance et je pense que beaucoup, entre-temps, se sont politisés et se sont rendus compte que même les années Obama, elles étaient pas ouf. Et du coup, je pense qu'il y a un truc général de c'est les homosexuels qui m'ont donné l'idée. Rendez-nous le truc où on croyait qu'il suffisait de dire love is love et tout est génial, etc. La pancarte à la manif qui a circulé sur Twitter, si Kamala Harris avait été élue, on serait au brunch. Oui, c'est ça. On serait en train de bruncher si Kamala avait été élue. Signale-nous ta ça classe m'énerve. sociale de façon moins subtile, s'il te plaît. Il y a une histoire, en fait, tout ça, ça n'a pas été acquis du jour au lendemain, en fait. Parce que pendant très longtemps, il fut un temps où c'était dangereux pour les marques de jouer les alliés, de soutenir la cause LGBT, etc. En fait, pendant très 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 longtemps, les seules marques qui sponsorisaient la Pride, les clubs LGBT, particulièrement à l'époque de l'épidémie de sida, etc., à une époque où c'était un peu compliqué, c'est les marques d'alcool. Ils sont isolés, dépressifs, drogués. Sponsorisons-les. Littéralement ça. Les premiers à avoir fait ça, c'est Absolute Vodka notamment. Incroyable. Alors Benetton, c'est venu légèrement après, mais oui, Benetton aussi. Tous les trucs un peu United Colors, Love is Love, etc., c'était très très Benetton. C'est vraiment le libéralisme, on voit pas les couleurs, on voit pas les orientations sexuelles. Gna gna gna. Et du coup, je vous ai trouvé un petit article qui fait un petit peu l'historique
des pubs et de comment les entreprises essayaient justement d'attirer le public queer, le public LGBT. En fait, comment tout ça est arrivé en fait? Comment est-ce qu'on est arrivé au stade où toutes les entreprises, Spotify, Tumblr, Twitter, blabla, etc., mettent leur logo en arc-en-ciel? Comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait? Comment est né le capitalisme rose? Et quelles ont été ces différentes étapes? Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Donc, années 80, homoérotisme caché. Petit rappel historique, l'homosexualité est considérée comme une maladie dans les années 80. Il faudra attendre 1990 pour que l'OMS la retire des maladies mentales. Mais la publicité l'avait déjà acceptée et cherchait à communiquer auprès de cette cible des années 1917. Donc bon, plutôt il y avait déjà des publicitaires homosexuels, on va plutôt dire ça comme ça, participant à la représentation de la communauté dans l'espace public. Mais ces publicités doivent avancer masquées. Ainsi, en 1917 et 1919, on retrouve les publicités pour le savon Ivory Soap, paru dans le National Geographic. C'est réalisé par le célèbre illustrateur J.C. Leidenecker. Jamais marié, mais colocataire de nombreuses années avec Charles Beach, son esthétique homoérotique a marqué l'histoire. Et en fait, c'est marrant parce que ces pubs étaient beaucoup plus sexuelles que toutes les pubs en mode Love is Love qu'on a eu plus tard. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le début de la représentation en fait dans la pub, ça se faisait autour de le sexe savant. On va mettre des hommes torse nus et ça va suffire à signaler le fait qu'on est homosexuel. On va mettre des marins à poil sur un bateau qui se passent le savon. D'ailleurs, c'est aussi de là que ça vient un petit peu la savonnette, hein, les gens. Donc, qui se passe la savonnette pour que, bon, si t'es un homme hétéro, ça peut être éventuellement un idéal de jeunesse militaire, etc. Et si t'es gay, tu sais très bien qu'on parle à toi, quoi. Oui, c'est très nazi aussi comme iconographie, je suis totalement d'accord. Donc l'imagerie militaire, ambiance de moite et de franche camaraderie. Donc voilà, par exemple, en fait, tout l'imaginaire un peu militaire, en fait, tous les imaginaires où il y avait la non-mixité masculine, finalement, que ce soit le sport, le monde militaire, etc., c'était en fait un marketing homosexuel. C'était du marketing homosexuel. Mais parce que c'était les petits trucs qui se passaient, etc. En 1920 et en 1950, ce sont les soirées pyjama entre hommes sur qui joue l'ambiguïté. Car oui, quoi de plus naturel que de traîner entre hommes en pyjama de soie dans les années 20 et 50? Ah là là, regardez, on va vous vendre des pyjamas en montrant deux hommes qui portent un pyjama et qui font des soirées en pyjama les uns chez les autres, etc. C'est très hétérosexuel, ne vous inquiétez même pas. On va vous montrer les belles couleurs de nos pyjamas. Certains publicitaires osent des années 30, plus explicites avec Arrow Underwear, jouant sur l'ambiguïté du mot gay. Et maintenant, les caleçons à l'entrejambe sans couture deviennent gays, mais pas trop gays, donc voilà. And now the shorts with the seamless crotch go gay, but not too gay. Donc voilà, ils commençaient un petit peu à faire des jeux de mots, gay, pas trop gay, on sait pas, etc. Rappelle, c'était quand même une période où tu pouvais te faire virer de... comment dire? C'était une période où tu pourrais te faire virer de ton emploi fédéral, si tu étais professeur, si tu étais employé de bureau pour le gouvernement, pour n'importe quel gouvernement, tu pouvais te faire virer si on apprenait que tu étais homosexuel. Donc c'était une période où l'homosexualité était largement interdite. Tu avais des lois interdisant la sodomie à peu près partout aux États-Unis, les fameuses sodomie laws, la pratique sexuelle donc était interdite. Mais tu avais quand même cette façon de jouer un petit peu sur les codes de l'homoérotisme, tout en ayant toujours la possibilité de dire en mode pas trop gay quand même, hein, but not too gay. Voilà, on fait le jeu de mots avec gay, joyeux, etc. Mais on va dire non, mais pas gay comme ça, hein, voilà, gay, genre heureux, hein, voilà. Dans la même veine, les années 50 continuent de distiller l'imagerie homosexuelle à peine voilée. Par exemple, cette publicité pour de la laine ou un bouffon, qui était déjà un symbole gay, hein, voilà, le jester, dont on garde l'appellation de folle, en vieux français fou se disant folle, de par sa place dans la société et son rôle de perturbateur à la cour. Donc voilà, un rappel que les folles, on est les bouffons du roi, plutôt les bouffonnes du roi. J'ai volé l'arc-en-ciel pour te rendre gay. I've robbed the rainbow to make you gay. Et donc c'est pareil, une marque de fringues, Jester Rules, donc une marque de laine, quoi. Donc du coup là, à destination des femmes, là on trouve le rôle de l'homme gay, ou de l'allégorie gay, qui va être à destination du coup des femmes au foyer qui vont faire du crochet, qui vont tricoter, merci beaucoup, avec une représentation de l'homosexualité mise au service des hétéros. C'est un peu le côté Queer Eye for the Straight Guy. C'est les homosexuels, au moins, ce à quoi ils nous servent, c'est de mettre un petit peu des paillettes dans nos vies, quoi. Dans les années 40 et 60, les lesbiennes ne sont pas en reste. Quoi de mieux que de courir main à la main avec son ami en maillot de bain après avoir passé une bonne nuit ensemble sur un matelas confortable. Et comme le dit 7up à propos de sa jeune fille timide, soif de passer à l'acte. Donc thirsty getting into the act. Donc la soif voilà, la soif de passer à l'acte. Et les deux femmes heureuses qui courent la main dans la main et qui ont du coup visiblement dormi sur le même matelas, j'imagine. Donc voilà, donc les années 40. Donc voilà, où pareil, l'imaginaire homoérotique est énormément aussi utilisé. C'est un imaginaire homoérotique qui se mélange un petit peu avec la non-mixité masculine et avec le patriarcat. En fait, c'est-à-dire que
faire appel à une clientèle homosexuelle, à des codes un petit peu cachés d'homosexualité, etc., peut d'autant plus passer sous les radars que le monde des clubs masculins, le monde de la sociabilité masculine est déjà un monde d'entre-soi qui peut passer aussi facilement pour homosexuel. Deux hommes qui boivent leur vodka ensemble, etc., tu peux très bien les imaginer discourir sur l'état du monde, ou tu peux très bien les imaginer se draguer. Et ensuite arrivent les années SIDA. Et en fait, les années SIDA, c'est le moment où la publicité commence à devenir plus explicite vis-à-vis de l'homosexualité. Parce qu'en fait, il y a à la fois le fait que donc, les années SIDA, c'est un moment où du coup les homosexuels sont encore plus infréquentables. On rappelle, c'est encore une maladie selon l'OMS, etc. à cette période-là. Et en même temps, la publicité commence un petit peu plus à prendre certaines choses à bras-le-corps. Donc sombre époque. Celle-ci, la publicité prend les armes contre la maladie. En France, c'est le baiser de Clémentine Célarié à une personne atteinte du sida qui marquera l'histoire de la prévention sur la contamination. Aux USA, c'est cette campagne publicitaire qui fit date en 1989, 89 quand même, hein, réalisée par le collectif Grand Fury, dont Act Up. Elle montre que le sida ne se transmet pas par un simple baiser, mettant en scène des couples hétérosexuels, gays et lesbiennes, mais aussi avec différentes ethnies. Et donc ça, en fait, c'est un exemple, notamment Act Up a été assez pionnier là-dedans. Je sais qu'il y avait beaucoup de débats à l'époque sur la place des entreprises, en fait, dans le militantisme d'Act Up, où Act Up, comme Act Up faisait beaucoup d'agit-prop, utilisait énormément l'affichage, la publicité, le graphisme, pour faire passer justement ces messages militants, bah en fait, très vite, il y a eu ces partenariats, comme tu as dit Raz, le partenariat avec Benetton, la fameuse capote sur l'obélisque de la place de la Concorde, c'était justement un partenariat avec Benetton et dans 120 battements par minute, mais aussi, il y avait un documentaire qu'on avait vu à l'ancienne sur Act Up, il y avait des débats vis-à-vis de bon, est-ce qu'on n'est pas en train de se vendre? On a besoin de ce partenariat avec cette marque parce qu'on n'a pas la thune de payer la capote, de payer le truc, etc., de payer un tel affichage et tout. Donc on a besoin de partenariats publicitaires déjà existants. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de se plier au capitalisme? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de donner des armes très puissantes au capital de récupérer nos luttes, les assainir et enlever leur composante radicale qui est pourtant nécessaire. Donc, en fait, il y a toujours eu ce débat dès le début, en fait, dès que la publicité a commencé à se mêler des homosexuels, mais même dès que les militants ont commencé à se mêler de publicité. Et donc, c'est également très vite l'apparition des premières publicités pour les préservatifs. La publicité servait à montrer que oui, la capote est sexy, que l'utiliser n'enlève pas le plaisir ni le sexe appeal. Une capote, c'est un ami dans ta poche, avec voilà, le beau petit cul, use a condom every time. Donc voilà, il y avait vraiment cette utilisation homoérotique, etc. Et ensuite, on arrive, donc on a du coup ce truc-là qui arrive, donc voilà, les premières publicités un peu engagées sont autour du sida, autour de la prévention, etc., etc. Et après, on arrive à la période des années 90-2000. On arrive dans une période un petit peu, les années 90, c'est la chute du mur de Berlin, l'effondrement des deux blocs, la fin de l'histoire, la fin de la grande guerre entre capitalisme et communisme, puisque le capitalisme a gagné. Et donc, on peut se permettre, il y a une mode du coup qui arrive de l'affichage de la diversité, on ne voit pas les couleurs, tout ça c'est fini, tout ça c'est derrière nous. Le racisme, c'est derrière nous. L'apartheid, c'est derrière nous. L'homophobie, c'est derrière nous. Qu'est-ce qui fait aussi que les pubs commencent un petit peu plus à faire de l'affichage sur l'homosexualité? C'est aussi que, comme l'OMS retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales, bah il y a déjà une victoire qui est gagnée. Et en fait, ça montre déjà que le moment où la publicité commence un petit peu à s'ouvrir aux LGBT, c'est aussi parce qu'il y a eu un précédent qui a été posé par des militants et que du coup, ça devient moins coûteux. Parce que là, tu ne représentes plus des malades. Tu représentes des gens qui sont comme tout le monde après. La modernité de la fin de la guerre froide et de la fin de l'histoire, oui, c'est ça. Et en fait, qui permet très facilement aussi de foutre sous le tapis tous les remous sociaux qu'il peut y avoir aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, les guerres, les trucs comme ça. On peut se permettre d'oublier tout ça et de pas trop y prêter attention parce que on entre dans la modernité et tous les troubles sont derrière nous. Ça a été aussi une période aussi de renforcement de beaucoup d'appareils répressifs d'ailleurs, paradoxalement. Donc dans ces années plus apaisées, homoérotisme et représentation homosexuelle en tout genre sont plutôt acceptés. Benetton évidemment, mais aussi les sous-vêtements comme Calvin Klein, Abercrombie Fitch, Abercrombie Fitch, participent à sexualiser le corps de l'homme et les rapports entre eux. Et c'est encore une fois beaucoup autour de la sexualisation de l'homme, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui fait l'homosexualité dans cette pub? C'est juste deux hommes. Bon, il a un peu la main sur sa cuisse, d'accord. Mais en vrai, dans une pub, suffit de montrer deux mecs légèrement dénudés et c'est tout de suite gay. C'est comme l'exemple que je vous donnais sur la pub de Smirnoff, là. T'es en mode, oui, il suffit de montrer deux hommes, l'un proche de l'autre, ça devient très, très, très homosexuel. Mais aussi parce que l'hétérosexualité est déjà très homoérotique, en fait, quelque part. Alors que deux femmes légèrement dénudées, c'est hétéro as fuck. Ouais, exactement. Donc, t'as vu cette fameuse campagne de United Colors of Benetton, où tu vois un couple
lesbien, interracial, avec un enfant. Donc voilà, une femme blanche, une femme noire qui sont du coup sous le même plaid. Donc elles sont en couple avec un enfant asiatique. Regardez, ça c'est vraiment Benetton, quoi. C'est vraiment la diversité, l'amour, etc. Enfin voilà, c'était vraiment... Cette période-là, on ne voit pas les couleurs, quoi. Et en fait, c'est ce qui a donné finalement le là pour la représentation des questions LGBT dans la pub, par les entreprises, etc. C'est OK, il faut deux choses. Il faut avoir une victoire déjà gagnée par les militants. Donc il faut que ce ne soit pas trop coûteux, il faut que ce ne soit pas des malades qu'on défende, il ne faut pas qu'on défende des malades. Et surtout, il faut que ce soit positif, léger, love is love. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'en ce moment, on parle plus des LGBT et que les entreprises ne font plus leur beurre sur nous. Parce qu'aujourd'hui, parler des personnes LGBT, c'est parler de leur répression. Et ça fait pas bon pour le business. Que maintenant, quand on pense personne trans, on pense transphobie. On pense pas à la diversité, l'amour, la beauté, la transformation de soi. Non, on pense à la transphobie. Maintenant, quand on pense à des homosexuels, on pense à une controverse, des accusations de grooming, etc., des accusations de pédophilie. On ne pense plus à love is love, génial, pipou, super. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est que la condition sine qua non pour que les marques s'intéressent à nous, c'est-à-dire qu'on puisse être léger, n'existe plus. Tout comme elle n'existait pas vraiment à l'époque du SIDA, tout comme elle n'existait pas vraiment aux grandeurs justement de la radicalité, quoi. Donc voilà, donc une pub, donc la pub Guinness, imaginaire militaire. Les 3 agrumes de Minute Med Matin Tonique vous apportent vitamines et magnésium pour votre vitalité et votre sérénité. Démarrez la journée sans stress. Voilà, vous inquiétez pas, cet homme est hétérosexuel, il a une femme qui lui fait son petit déjeuner le matin, mais juste, il voit des village people et voilà, il est militaire, il reste hétérosexuel, ce militaire en uniforme, ne vous inquiétez pas, qui va rejoindre son collègue militaire homme en uniforme, ne vous inquiétez pas, il est parfaitement hétérosexuel, mais regardez ces gens flamboyants et si fous, c'est finalement ça notre image de marque, on est un petit peu fifou, nous aussi, voilà. Pour les trans, la période de récup a été courte durée, très courte durée. Hein, ça c'est juste un militaire chill. Voilà, t'as eu beaucoup de publicité, SFR, Renault, enfin bref. Et donc les années 2000-2010, dans la norme. Donc après les années 2010, donc voilà, là on commence à rentrer dans la norme. Il y a les années SIDA qui ont fait quand même émerger des revendications. Les homosexuels, ils veulent un petit peu des droits, notamment le droit de fonder une famille. Et du coup, tu as encore une fois des marques qui étaient considérées comme courageuses à l'époque. Et dites-vous que ces pubs, elles faisaient scandale à l'époque. Hein. Gardez en tête que ces pubs-là faisaient scandale. Mais donc, tu as des marques qui sont un peu pionnières là-dedans et qui disent, vas-y, tu sais quoi, on va faire une pub pour soutenir le fait que les homosexuels ont aussi le droit de faire famille parce que nous sommes Ikea et nous aussi, on veut vendre des meubles à des homosexuels. Donc, tu as des trucs comme 10 mai de maman, la famille, c'est sacré. Ikea, il y avait d'autres campagnes, homosexuelles de Ikea, etc. Ray-Ban avec Never Hide, en mode regardez, assumez vos lunettes, tout comme vous assumez votre homosexualité. Les trucs, voilà, il commence à y avoir des... Mais à l'époque, on n'est pas encore non plus dans le Rainbow Pride. On n'est pas encore dans le truc à foutre des rainbows partout, etc. Ça reste des pubs qui sont intelligentes, franchement, qui sont qui sont assez bien réfléchies. Oh putain, c'est vrai, j'avais pas pensé. Dans la pub Minute Maid, il emmène son verre avec lui au travail. Faut pouvoir faire la vaisselle. Il va être sale son verre. Où est-ce qu'il va le poser? J'avoue, tu m'as fait cogiter. Bon, peut-être qu'il dit bonjour à son amoureux et puis après, il va rendre son verre à sa femme. Je sais pas. Oui, c'est un détail très important. Bref. Mais donc, bref, c'est des publicités qui sont un peu plus réfléchies, qui sont peut-être un peu plus... ou alors qui se concentrent, ou alors qui se contentent, ou alors juste de montrer des couples. Mais les trucs en mode Never Hide, etc. Où c'est vrai que si tu vois un peu de loin, tu vois pas forcément qu'ils se tiennent la main et tu regardes, ah c'est vrai, ils se tiennent la main. Oh là là, tu sais, genre t'as un peu des pubs. Il y avait aussi Subaru, je sais pas s'il en parle dans cet article, mais à l'époque, voilà, donc pour revenir, voilà, Ikea, etc. Voilà, pardon, en effet, donc voilà, j'avais oublié de dire. Absolute Vodka, fallait que je vous en parle aussi quand je parlais des années en fait 70, 80, 90. Donc Absolute Vodka, ça avait été les premiers. En fait, les marques d'alcool, du coup. Donc ça, depuis les années 70, ouais. Donc dans les années 70, en effet, donc c'est avant les marques de capote, c'était les marques d'alcool, bel et bien, qui avaient été les pionnières dans le fait de faire de la pub pour les LGBT, etc. Ensuite, dans les années... Au secours. Dans les années 90-2000, t'as le coming out... Oh là là, Ikea, regarde, Hélène DeGeneres fait son coming out à la télévision. On commence à avoir des marques qui commencent à sponsoriser la marche des fiertés. Il commence à y avoir un peu plus une mainstreamisation de la marche des fiertés comme événement touristique
et donc événements publicitaires. Parce que c'est ça aussi, c'est que la marche des fiertés commence à être touristique. Donc il y a Hélène, ils veulent séduire les consommateurs queer tout en évitant les réactions négatives du public qui a donné naissance à une forme de publicité sous le nom de gay vague, utilisant des éléments subtils qui touchent les personnes LGBTQ+, tout en passant inaperçus auprès du public hétérosexuel. Ces publicités mettaient souvent en scène des personnes de même sexe dans des contextes domestiques sans préciser la nature de la relation. Parce que je rappelle que dans beaucoup de ces pubs, t'as deux femmes qui vivent ensemble, ça se trouve elles sont juste colocs. T'as deux hommes qui conduisent une voiture ensemble. C'est ça, elles sont peut-être juste roommates. Donc t'avais toujours aussi l'ambiguïté, mais les gens qui savent. Parfois c'est un peu plus explicite, mais ça reste quand même un peu de l'ambiguïté. L'histoire de Subaru. Après qu'une étude de marché a révélé que les lesbiennes constituaient un pilier de la clientèle de Subaru. Donc voilà, donc ils ont fait Subaru, la marque de voiture japonaise là. Ils ont fait une étude de marché. Ils se sont rendus compte que les lesbiennes achetaient beaucoup des Subaru. Et du coup, l'entreprise a adopté l'approche Gay Vague. Une campagne imprimée du milieu des années 90 mettait en scène des Subaru avec des plaques d'immatriculation telles que Xena Lover, donc une allusion à Xena la guerrière, et P.T. O'Neill, donc Prince Townie, une référence à Provincetown dans le Massachusetts, une destination de vacances populaire pour les homosexuels. Donc c'est vraiment en mode genre, on va vendre des Subaru en faisant comprendre aux lesbiennes qu'on a compris. Comme ça, on leur fait comprendre qu'on a compris et elles nous font comprendre qu'elles ont compris en achetant aussi, tu vois, genre en mode, si on dit ouvertement que les lesbiennes achètent des Subaru, bah les hétéros voudront plus en acheter. Mais par contre, si on leur dit Xena Lover, wink wink, Xena la guerrière, Provincetown, wink wink, bah en fait, voilà. Et ensuite, c'est à partir des années 2000 qu'on a l'arc-en-ciel partout. Qu'est-ce qui se passe? Dans les années 90, la vague de contamination au VIH-Sida a fait émerger des revendications, notamment de fonder des familles pour avoir une sécurité matérielle, en fait, tout simplement, pour pouvoir se marier, c'est-à-dire pour avoir accès aux mêmes sécurités, parce qu'en fait, sinon, il y avait beaucoup de situations où une des personnes du couple mourait et l'autre n'avait aucun droit sur ses biens et les parents homophobes dégageaient l'ex sans aucune forme de procès, tu pouvais pas avoir ta maison ensemble, etc. Enfin bref, t'avais des trucs où c'était le fait de ne pas pouvoir se marier dans un contexte d'homophobie était un grand obstacle en fait à de la stabilité, à la pérennisation des familles, etc. Et ça a été une revendication. Et à partir de là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment des victoires progressives. C'est-à-dire que en France, tu as eu le Pax dans les années 90, ce qui a fait que tu as un peu plus d'entreprises qui ont commencé à sponsoriser les Pride, enfin avec tous les trucs de pacte d'union civile, le truc comme ça, etc. Et progressivement, dans les différents États, voilà, les trucs pour le mariage et tout. Donc les années 2000 ont marqué un tournant dans les attitudes culturelles envers les personnes queer. En 2002, la Human Rights Campaign a lancé son Corporate Equality Index, un système d'évaluation des politiques et pratiques des entreprises envers les employés LGBTQ+. La lutte pour l'égalité du mariage s'est intensifiée. Le Massachusetts, donc là où il y a Provincetown, qui est là où vont tous les homosexuels, devenant le premier État à légaliser le mariage entre personnes de même sexe en 2003, suivi par des États comme le Vermont, le Connecticut, l'Iowa et le New Hampshire. Donc avant d'obtenir l'arrêt de la Cour suprême qui dit c'est bon, le mariage pour tous, il est protégé par la Constitution, etc., partout aux États-Unis, bah, t'as eu des victoires État par État qui ont fait aussi grandir cette vague d'arc-en-ciel, où en fait, à partir du moment où tu te pouvais marier dans le Massachusetts, mais bah, du coup, les marques étaient encore plus libres de dire « Ah ben c'est bon, ça s'est gagné, ce n'est plus controversial, ce n'est plus controversé de montrer des homosexuels, du coup ça ne coûte rien, du coup on peut les montrer. » Et en fait, c'est aussi à partir de là qu'on a eu ce dégueulis arc-en-ciel insupportable, c'est que ça coûtait plus rien de nous soutenir. En plus, du coup, il n'y avait même pas à réfléchir du message militant. T'avais juste à mettre un Love is Love et un petit arc-en-ciel et hop, t'allais avoir les petits dollars homosexuels. En 2011, la politique Don't Ask, Don't Tell qui interdisait aux militaires... On est trop cons aussi un peu. Hein. Ah mais on est des Yankees de faux. Mais parce qu'en même temps, quand il y a une communauté qui subit l'homophobie tout le temps, qui se fait rejeter tout le temps, etc., bah dès qu'on donne un petit peu d'attention, tu te fais avoir tout de suite. C'est comme le débat qu'on avait sur le queerbaiting. On est tellement en dèche de représentation que les moindres personnages masculins qui se regardent dans les yeux plus de 3 secondes, on est en mode ils sont homosexuels, c'est bon, c'est pour nous. Les producteurs de la série ont pensé à nous. Tu sais, genre on est un peu... Voilà quoi. Donc en 2011, la politique Don't Ask, Don't Tell, qui interdisait aux militaires gays et lesbiennes de rejoindre les forces armées, a été abrogée. Durant cette période, de plus en plus d'entreprises ont commencé à se soucier des personnes queer au sein de leur rang et au-delà. Donc voilà, à partir du moment où les queers ont eu des droits, les entreprises ont commencé à s'intéresser à elles. Donc c'est aussi là que quand on parle de capitalisme rose, c'est du capitalisme rose. C'est que les entreprises, on a toujours su, n'ont jamais été militantes pour nous. Allez, il y a Benetton qui a fait des bails avec Act Up à l'ancienne. Et on peut parler de certaines entreprises pionnières dans ce cadre-là. Mais bon, à part ça, les entreprises n'ont jamais été militantes. Des entreprises comme Nike, Time Warner Cable, Boeing et Microsoft ont approuvé le mariage homosexuel dans un contexte de tensions politiques croissantes. Et les célébrations de la marche des fiertés ont commencé à attirer davantage de sponsors. Notamment Lockheed Martin. Il a commencé à y avoir des vendeurs d'armes qui sont allés à la Pride et les gens étaient en mode quoi? Les personnes queer ont commencé à apparaître dans des publicités en tant que parents, partenaires, amoureux et employés
plutôt que comme des punchlines. Dans une publicité 2013 pour le Kindle Paperwhite d'Amazon, un homme et une femme discutent en lisant sur la plage. La femme sourit et dit « Mon mari m'apporte un verre », ce à quoi l'homme répond « Le mien aussi ». Cette publicité a été parmi les premières à utiliser le terme de mari plutôt que petit ami pour désigner un couple gay. Donc voilà. Et ensuite, à partir de 2015, on a une... Regardez, SpaceX Pride. Hein. SpaceX, hein. Genre l'entreprise d'Elon Musk faisait un char à la Pride. En fait, c'est qu'à partir du moment où on a gagné les droits, nous n'étions plus politiques. C'est bon, ils ont gagné le mariage, ils ont tout. C'est bon, il n'y a plus rien à gagner, quoi. Ils peuvent se marier, c'est bon, c'est totalement l'égalité. Donc, les homosexuels ne sont plus controversés. À une époque où le nazisme n'était pas totalement à la tendance. Ouais. Mais malheureusement, donc voilà, donc 2015, légalisation du mariage homosexuel, avec donc l'affaire Obergefell versus Hodge. Donc la Cour suprême, en 2015, approuve définitivement le mariage homosexuel. L'année suivante, Trump est élu. Et pendant le premier mandat de Trump, il y a eu tout un truc qui s'est mis en place. C'est que tu avais tellement de gens qui étaient en mode « Oh, je suis tellement choqué que Trump soit au pouvoir. » Vraiment, il y a eu un mouvement qui s'est appelé genre la résistance. Il y a, si vous êtes des bandeurs de podcasts, il y a Taylor Lawrence qui a un podcast, qui a fait un podcast notamment sur The Resistance. Vous vous rappelez des chapeaux chats, des chapeaux oreilles de chat, la rose, les Pussy Hats. Tu te rappelles, toi, Raz? Oui, bien sûr. En gros, il y a une grande marche contre Trump et pour le droit à l'avortement et machin. Et on se faisait des Pussy Hats parce que Pussy, la chatte, et lol, et on fait des petites oreilles de chat. Et du coup, pour montrer qu'on est... Et t'avais vraiment tous les libéraux, mais tous les libéraux qui ont utilisé Trump, parce que ça a réussi, encore une fois, c'est ce qu'on a dit sur Kamala Harris, mais tous les libéraux qui sont retrouver un sens de la résistance et de regarder, on vaut mieux que ça en tant que pays, j'ai honte de mon pays, etc. Gna gna gna. Et en fait, il y a eu ce truc de The Resistance où en gros, le premier mandat de Trump, t'avais en face des démocrates, des libéraux qui étaient mais on fire. C'était vraiment, c'était genre, on va résister à Trump. We're gonna get through this. On va survivre à Trump et on va montrer que love is love. Et c'était aussi la période vraiment, ça a vraiment été aussi la période de l'explosion du wokisme. En fait, c'était vraiment cette période-là que le wokisme a pris de l'ampleur, parce que du coup, les libéraux ont commencé à vouloir être un petit peu woke, et résultat, ils l'ont fait n'importe comment, de façon ultra-libérale, en mode, on va faire des séminaires d'entreprise pour montrer qu'on a de la diversité. Et du coup, c'est là, en fait, que le wokisme a commencé, en fait. C'est quand les libéraux ont commencé à vouloir faire de résistance en utilisant finalement Trump pour redorer aussi leur image à eux, quoi. Tout ça pour derrière élire Joe Biden. Oui, et c'est ça le fameux « He will not divide us ». Il ne nous divisera pas. Ils ont saboté notre wokisme à nous, exactement. Avant, il y avait quand même les SJW, quand même, ils étaient déjà là. Oui, il y avait les SJW. Non, mais quand je parle du wokisme, c'est plutôt les phénomènes un peu plus corporate en entreprise, etc., quoi. Et donc voilà, il y avait les pubs. Donc voilà, c'était sous Trump. T'avais les pubs Gillette, t'avais les grandes pubs. Mais je crois que c'était là que Taylor Swift avait fait son clip, là, où il y avait des gens de Queer Eye dedans, en mode fuck you, les gars, c'est trop bien, etc. Enfin, je sais plus, mais bref. Mais c'était le pic. Mais en fait, parce que. Les gays libéraux ont tout détruit, hein. Moi, mais vraiment, parce que Trump, tout ce qui nous arrive. Hein. Mais parce qu'en fait, Trump et donc la résistance libérale à Trump a créé le capitalisme rose. Parce que autant le rainbow capitalisme des années 2010, c'était oh là là, génial. En fait, c'était les entreprises qui se rendent compte qu'elles peuvent taper dans un nouveau marché avec une clientèle fidèle et en plus que ça coûtait rien. Sauf qu'en fait, les années vraiment 2000, les années Trump, ça a été vraiment le moment de c'est important. C'était vraiment le moment des alliés performatifs où c'est devenu pas juste un truc de on voit pas les couleurs, love is love et c'est un marché comme un autre, mais ça a été vraiment un truc de nous avons un rôle politique à vous dire qu'on vous soutient, vous les homosexuels, et qu'en fait il ne nous divisera pas. Je suis un allié, tu sais, toute la méta-allié, etc. Parce que c'était vraiment. En fait, les marques ont cru qu'elles pouvaient non seulement prendre nos dollars, mais en plus endosser une supériorité morale par rapport à Trump. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment toutes les marques qui changent leur logo en arc-en-ciel, c'est le premier mandat de Trump. C'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment ce délire-là. Et ensuite, ça a continué après sous Biden, etc. Même si, en fait, sous Biden, l'extrême droite a commencé un peu plus à fourbir ses armes, etc. Il a commencé à avoir de plus en plus de backlash, notamment des campagnes massives de harcèlement. Et une campagne dont parle l'article là, que je vous lis, c'était notamment Dylan Mulvaney. Je sais pas si t'as vu le truc Dylan Mulvaney. C'est une influenceuse trans. Une influenceuse trans qui était, on va pas se mentir, un peu cringe. Mais les trans ont le droit d'être cringe. Qui a fait un partenariat d'influenceurs avec Bud Light. Et tu sais, ça, c'est un partenariat genre, tu sais, genre Bud Light. Tu sais, genre, ils impriment ta tête sur des canettes, tu vois.
Et après, tu peux avoir un code promo où ils ont la canette avec ta tête dessus. C'est vraiment un truc typical d'influenceur où genre ça coûte rien à la marque de le faire. Ils s'en battent les couilles, c'est pas dans les rayons, tu vois. Genre, c'est un partenariat d'influenceur où ils foutent ta tête dessus, tu vois. Alors, c'est vraiment un truc de PR, quoi. Et donc, Dylan Mulvaney qui a fait un partenariat avec Bud Light en mode oh là là, ils ont mis ma tête sur le truc, etc. Donc, il y a une meuf trans. Et elle s'est pris un harcèlement, mais elle s'est pris le pire harcèlement qu'elle a subi de sa vie. Donc voilà, dans une vidéo Instagram publiée en juin, Mulvaney a déclaré que la publicité Bud Light l'avait exposée à plus de harcèlement et de transphobie qu'elle n'en avait jamais subi. La marque ne l'a toujours pas contactée malgré le torrent d'insultes qu'elle a subi. Ça a été vraiment le premier moment où les marques se sont dit oulala, là, il y a de la violence en face. Parce que tu sais, t'avais eu des trucs où les gens ils brûlaient leur Nike, ils brûlaient leurs trucs, etc. Je vais vous lire le paragraphe. Hein. Le partenariat de courte durée des Bud Light avec l'humoriste et influenceuse trans Dylan Mulvaney via une vidéo Instagram dans laquelle elle exhibait des canettes de bière à son effigie que la marque avait envoyé pour commémorer un an de sa transition vers l'âge adulte. Non, enfin, oui, sa transition, c'était girlhood, bref. Mais un an de sa transition a été accueilli avec virulence par certains consommateurs conservateurs qui ont jeté des canettes de Bud Light et appelé au boycott de la société mère Anheuser-Busch InBev, la société mère, partenaire de longue date de GLAD, donc GLAD qui était le truc qui recevait souvent des donations en échange de partenariats avec des marques, tu vois, genre GLAD c'était vraiment... La réponse de la marque qui n'a pas dit... Et genre vraiment, alors c'était pas juste qu'ils ont jeté des canettes de Bud Light, c'était vraiment... Ils allaient dans des magasins, ils les défonçaient par terre, ils les balançaient contre... c'était vraiment, t'avais des trucs où c'était violent. T'avais vidéo sur vidéo sur vidéo de gros rednecks conservateurs, etc. Je sais pas où c'est ça, qui faisaient des fusillades sur les... Genre qui tiraient sur les canettes avec sa tronche dessus, etc. Quoi. Genre c'était vraiment... Bref, une dinguerie. Et en fait, à partir de là, ça a été vraiment le point où les marques se sont vraiment rendues compte que ça commençait à coûter. C'est exactement le truc que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que Bud, ça a été un gros truc. Hein. Moi, je me rappelle, c'était... Mais le nombre de vidéos, c'était fou. Hein. Et surtout que Bud, il y avait un peu un côté emblème des beaux fricains, quoi. Donc... Non, pas Bud Light. Bud Light, parce qu'en plus, c'était pas la première fois que Bud faisait des sponsorings. On parle bien de la bière Bud en mode les Simpsons. Oui, alors Budweiser, mais Bud Light, c'est pas la même chose les deux? Non, c'est Budweiser, mais ça fait partie des... Tu sais, c'est comme Coca Light. La base, Coca Light, ça a été lancé pour que les femmes aient boivent du Coca. Parce que c'est light et que c'est léger, qu'il n'y a pas de calories. Mais Bud Light, c'est... Enfin, dès que tu as des bières light, c'est en fait à destination du marché féminin que c'est fait de base. Et en fait, Bud Light, c'était pas la première fois qu'ils faisaient des trucs pro-LGBT. Parce que justement, c'est la version plus féminine de Budweiser, tu vois. Merci UAULAP, merci beaucoup. Oui, c'est ça, dans les Simpsons, c'est Duff. C'est pas Bud. Mais c'est un peu le même délire, quoi. Même Bud Light, les rednecks en buvaient. Mais oui, mais parce qu'en fait, ça fait partie des trucs qu'une marque lance pour toucher un nouveau marché, mais finalement n'importe qui en boit parce que c'est de la bière, c'est de la pisse comme toutes les bières ricaines, tu vois, genre c'est juste un truc à la con, quoi. Oui, ils font souvent des sponsors d'artistes féminines, etc. C'est vraiment, voilà. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que c'est la première fois que deux choses se sont passées dans l'histoire du capitalisme arc-en-ciel, etc. Pour la première fois, les marques se sont rendues compte que ça pouvait leur coûter cher, parce que c'est vraiment... Ça a été une campagne de harcèlement. C'était vraiment Gamergate version bière, tu vois. Campagne de harcèlement massive qui a réussi. Et en plus de ça, ça a donné une indication à l'extrême droite que c'était une stratégie gagnante. Donc à la fois Bud qui a eu peur, et du coup la peur de Budweiser a donné raison à l'extrême droite qui s'est dit ok, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, depuis Dylan Mulvaney qui a été vraiment le blueprint de ça, dès qu'une entreprise, mais c'est pour ça qu'on a de plus en plus aussi de trucs contre les jeux vidéo, les trucs comme ça, etc. C'est que dès qu'une entreprise fait un truc vaguement pour la diversité, pour les LGBT, etc., ils se prennent une vague de harcèlement, des menaces de mort, des trucs comme ça, etc., etc. Donc à l'approche de la Pride de cette année... Go broke, quoi. Exactement. Mais là, maintenant, go broke, c'est menace, quoi. C'est vraiment coup de pistolet en mode, si tu go woke, tu vas go broke et on va s'en assurer, quoi. C'est la troisième évolution de go woke, go broke. Donc à l'approche de la Pride cette année, les anciennes comme Kohl's, Walmart, Nike, PetSmart, The North Face ont également essuyé des critiques de l'extrême droite pour avoir proposé des articles prônant l'égalité des droits et l'acceptation des personnes gays, lesbiennes et transgenres. En campant sur leur position, ces entreprises ont réussi à esquiver les critiques selon les experts. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que en vrai, toutes ces marques, elles ont sorti leur truc arc-en-ciel, elles se sont pris du harcèlement. Elle a dit non, on changera pas. Et en fait, c'est un peu le truc de, en vrai de vrai, la raison pour laquelle on n'a plus le capitalisme arc-en-ciel, etc., c'est parce qu'en fait, t'avais les plus lâches du lot, c'était l'écume sur le mois des fiertés, mais qui faisait un petit peu la masse. Hein. C'était là où tu voyais tous les arcs-en-ciel nuls, etc. Et parce que c'est, voilà, encore une fois, c'est tellement facile. Oui, du coup, vu que c'est les arcs-en-ciel nuls, c'est ultra ostensible, etc. C'est ça. Et donc, alors que la collection Tom Holland de Diesel, limite, elle passe plus inaperçue parce que c'est un truc plus pointu. Bah oui, alors que t'as littéralement des mecs qui s'embrassent dessus, des mecs en jockstrap, drag queen, tu vois, genre c'est... Oui, de fou.
Et donc bien que de nombreuses entreprises considèrent le marketing axé sur les personnes queer comme un moyen efficace d'étendre la portée de leur marque, la représentation est encore à la traîne. Les représentations des personnes bisexuelles, non-binaires dans les publicités restent rares. Et la majeure partie des publicités mettant en vedette des personnes LGBTQ+, c'est toujours diffusé en juin, à ajouter... En fait c'est ça, c'est aussi qu'en fait, le mois de juin c'était aussi un ghetto. Tu sais, c'était un truc où tu veux de la visibilité, bah contente-toi du mois de juin. Voilà, on va pas faire des pubs avec des LGBT, mais le mois de juin, on va faire des pubs avec les LGBT. En fait, c'est que ce mois des fiertés, cette espèce de Pride Month, avec tous les trucs arc-en-ciel, etc., était devenu un ghetto. Et donc, en vrai, moi, j'ai un truc avec ce truc, donc c'est le débat, tu vois. Genre, est-ce qu'on doit regretter qu'il n'y ait plus de marques qui changent leur photo de profil en version arc-en-ciel sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit s'en plaindre? Est-ce qu'on doit le regretter? Moi, je trouve que si on commence à le regretter, c'est qu'on admet qu'on regrette une période de consumérisme, de libéralisme et d'insouciance duquel on est revenu. On sait que Obama, il a déporté énormément de personnes à la frontière mexicaine, en fait, voire même plus que Trump. Genre, on sait maintenant tout ça. Genre, en fait, même politiquement, quand je dis on, nous, les États-Unis, etc., politiquement, on sait que c'était de la merde ces années-là. On sait que c'était pas la fin de l'histoire, la tolérance, etc., que c'était juste une parenthèse. Ça fait un pincement au cœur de voir que cette parenthèse est refermée, mais en même temps, c'est aussi une sortie forcée du ghetto, tu vois. C'est aussi un truc de, si les marques nous soutenaient, c'est parce que on avait construit le rapport de force. Du coup, ça veut bien dire qu'on est en capacité de créer le rapport de force. Ça veut dire en fait que les marques seront toujours à la traîne. Elles seront toujours les dernières à venir nous soutenir, etc. Ok, très bien, dont acte. Si on veut retrouver leur soutien, retrouver la période d'insouciance, il n'y a que par le militantisme qu'on peut faire ça, quoi. Change pas le monde en un week-end avec Yes Weekend. Bah ouais, c'est ça. Mais donc c'est aussi pour ça que voilà. Donc moi, j'aimerais un petit peu finir le débat là-dessus. Enfin, finir le débat, je vous laisse débattre aussi, voilà quoi. Mais moi, perso, franchement, c'est ce mois des fiertés beige, ce mois des fiertés gris, ce mois des fiertés sans le soutien des marques, etc. Ou alors très discrètement, éventuellement, on sait pas. Tant mieux. Genre franchement, moi, si ça peut permettre à la communauté LGBT de ne plus être à la remorque du moindre attention, de la moindre miette d'attention que leur jette une marque, alors que normalement c'est l'inverse. C'est les marques qui sont à la remorque de la moindre attention qu'on leur jette. En fait, il y a un peu une espèce d'inversion de rapport de force qui fait que si ça peut nous permettre de se remettre les idées en place, bon, mais après c'est triste. Parce que c'est un signe du fascisme, quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi. Et après aussi, je suis content parce que, enfin, la fin des arcs-en-ciel moches. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. En fait, on y gagne quelque chose. Si moche. Esthétiquement, mais on y perd aussi. Et c'est trop un mauvais signe, c'est trop inquiétant, quoi. Bah oui. Tu vois, ça restait une boussole de notre acceptation dans la société, quoi. Oui, très bonne conclusion. Moi, je suis d'accord avec toi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.